Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez 7 sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le vendredi 27 septembre. Et votre podcast aujourd'hui est animé par Béatrice Marlier. Bonjour, dans votre Z-Podcast aujourd'hui, on parle réalité augmentée, énergie solaire et infarctus des soins de santé. Un monde en réalité augmentée, ça vous tente ? C'est ce que propose Meta avec Orion, ses nouvelles lunettes boostées à l'IA. Vous voyez la réalité sur laquelle on pose une surcouche qui est positionnée dans l'espace. Découvrez la fructueuse collaboration entre le secteur public et privé ayant permis la naissance du plus grand parc photovoltaïque de Wallonie. Ce qui rend viable ce type d'investissement, ce sont surtout les aides des pouvoirs publics. Retrouvez également votre expert boursier ainsi que le think tank Itinera qui décortique le concept d'infarctus des soins de santé. Le système de soins belge est-il au bord de la crise cardiaque ? Réponse en fin d'épisode. Z sur 7 à la une. Pour ouvrir cet épisode, focus sur les disparités du taux d'emploi entre les communes. Selon une étude menée par l'Université de Gand, 75 communes flamandes affichent un taux d'emploi supérieur à celui de la meilleure commune wallonne. Les chercheurs ont analysé les taux d'emploi des personnes âgées de 25 à 64 ans en Belgique entre 2018 et 2022. L'écart observé est frappant et s'explique par les différences dans les cycles économiques des régions. Thierry Doc est professeur à l'UC Louvain. Pour l'instant, la Flandre est dans un cycle qui est positif, avec des secteurs qui sont porteurs, des grands pôles tels que le port d'Anvers qui crée énormément d'emplois. La Wallonie a du mal à créer un grand nombre d'emplois par rapport à des structures qui étaient vieillissantes, qui ont plutôt vu leur nombre de postes de travail baisser. C'est le cas dans la sidérurgie, avec d'importantes restructurations qui ont eu lieu jusque dans les derniers mois et les dernières années. En y regardant de plus près, la situation s'avère encore plus alarmante. Charleroi, première ville wallonne, se classe à la 576e position sur 581. Liège ne fait guère mieux, se situant légèrement au-dessus. Charleroi, c'est un bon exemple d'une région qui a beaucoup souffert du départ d'une série de grandes industries. Ce Caterpillar est la dernière, et ça prend du temps pour recréer de l'emploi à hauteur de ceux qui ont disparu. Et donc il y a une dynamique positive qui a lieu à Charleroi, mais c'est pas en 3-4 ans qu'on recrée des centaines d'emplois qui ont disparu suite à des délocalisations. Bruxelles connaît également des difficultés avec Oudergem, la première commune bruxelloise, qui n'arrive qu'à la 433e place du classement. Cette situation est loin d'être encourageante. Ce constat semble paradoxal, d'autant plus que selon une étude de l'UC Louvain, la Wallonie serait en situation de quasi plein emploi. Cette apparente contradiction s'explique par un taux élevé d'emplois vacants et une baisse du chômage. Baptiste Lambert, journaliste, Trends Tendance. C'est vrai, mais c'est en partie fictif, parce qu'on sait bien qu'il y a deux problématiques en Wallonie, c'est la formation et les compétences qui ne correspondent pas à ces emplois vacants, et ensuite il y a la mobilité interrégionale. Et donc là, la Flandre pleure pour des talents, les talents sont peut-être en Wallonie, mais va les chercher en France. Donc là, on voit qu'il y a un souci. Et alors, on voit qu'avec ces deux dynamiques, on peut augmenter le taux d'emploi en Wallonie, mais qui n'arriverait pas à l'objectif de 80%. Et là, c'est une autre problématique, ce sont tout ce qui est les inactifs. Alors, il y a les pré-retraités, il y a les chômeurs découragés, il y a surtout les malades de longue durée. Et là, ce sont d'autres leviers que la région wallonne doit activer. D'après Stadbel, au deuxième trimestre 2024, la Flandre affichait un taux d'emploi de 76%, tandis que la Wallonie se situait à 68%. Pourtant, le gouvernement fédéral sortant avait fixé pour objectif un taux d'emploi de 80% d'ici 2030. Z sur 7 à la une. Avec 90 000 panneaux solaires couvrant une surface de 30 hectares, soit l'équivalent de 56 terrains de football, ce nouveau parc constitue le plus grand projet photovoltaïque en Wallonie. Sa production annuelle correspond à la consommation électrique de 16 000 ménages.
L'intégralité de cette énergie verte est destinée à alimenter l'usine de vinyle Ineos Innovine à Gemep-sur-Sambre. Cependant, malgré l'envergure du projet, les objectifs de neutralité carbone restent encore loin d'être atteints. Philippe Tarenti est le directeur d'Ineos Innovine à Gemep-sur-Sambre. Ce parc aujourd'hui assure 10% de nos besoins énergétiques. Mais il est évident que pour réussir notre challenge à l'horizon de 2050 d'être neutre en termes de carbone, il faudra faire d'autres progrès et d'autres projets de ce type. Ce parc, représentant un investissement de 50 millions d'euros, est financé par la société privée gantoise Perpetuum Énergie et la société publique wallonne Socof. Ensemble, ces deux entités vendent l'électricité verte produite à l'usine Innovine. Dans 15 ans, Innovine deviendra propriétaire des panneaux photovoltaïques. Écoutez Luc Lehnknecht, le CEO de Perpetuum Énergie. Je pense que c'est un très bon point de départ ici. Installer le maximum de puissance solaire proche de leur usine. Mais ça ne va jamais être suffisamment. Ils ont besoin encore d'acheter beaucoup de l'énergie du réseau. La plus grande partie. Alors là, ils peuvent acheter aussi énergie verte par le réseau qui vient de offshore, qui vient des éoliennes, mais aussi combiné avec les batteries et l'ensemble de technologies, oui, on peut y arriver. Répondre aux objectifs climatiques nécessite de grands investissements de la part du monde industriel. Des investissements que les entreprises ne peuvent pas réaliser seules. Le directeur d'Ineos Innovine l'admet. C'est plus un respect d'engagement en termes environnementaux, parce que je reste convaincu que le futur de l'industrie doit passer par cette étape. Mais en termes économiques, ce qui rend viable ce type d'investissement, ce sont surtout les aides des pouvoirs publics. Sans ces aides, ce sera très très difficile de continuer à investir. Ce partenariat public-privé contribue à préserver l'activité de production plastique en Wallonie, un secteur confronté à une concurrence intense des entreprises américaines et chinoises qui profitent de coûts énergétiques nettement inférieurs. Z sur 7 à la une. Meta, la maison mère de Facebook, présente Orion, son premier prototype de lunettes de réalité augmentée. Dotées d'une intelligence artificielle avancée, ces lunettes sont conçues pour vous assister dans vos interactions quotidiennes. En superposant une couche digitale à la réalité, elles vous immergent dans un monde réel enrichi et augmenté. Brice Leblevenec, expert en technologie, nous donne un aperçu des fonctionnalités. Par-dessus les produits dans un supermarché, vous affichez la recette, par-dessus un monument, vous affichez l'histoire de ce monument avec des photos et plein de choses, pas juste des informations textuelles. Elles vont permettre d'enrichir le réel par une couche digitale qui peut vous servir au quotidien. La réalité augmentée qui équipe ces lunettes ne doit pas être confondue avec la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, tout ce que vous voyez sont des images de synthèse. C'est parfait si vous vous immergez dans un jeu où vous êtes sur une autre planète ou un autre univers. Tout ce que vous voyez est artificiel et vous jouez, vous interagissez, voilà. Mais la réalité augmentée, en fait, vous voyez la réalité sur laquelle on pose une surcouche qui est positionnée dans l'espace et qui peut vous permettre d'interagir avec des choses qui n'existent pas dans la réalité. Donc au moment où je vous parle, il pourrait y avoir un personnage là avec qui je dialogue, il pourrait y avoir une sculpture à côté de moi, voilà. Ça, c'est la réalité augmentée. Outre l'autonomie très limitée pour le moment, ces lunettes d'une nouvelle ère présentent un gros inconvénient. Brice Leblevenec nous explique pourquoi ces lunettes ne sont pas encore destinées à tous. Le seul problème, c'est que cette technique-là n'est pas compatible avec les verres optiques de la plupart des gens qui sont myopes ou presbytes, voilà. Donc ça va demander des investissements massifs en recherche et développement. Donc ça, c'est un problème parce qu'en Belgique, par exemple, la moitié de la population porte des lunettes. Meta n'a pas encore communiqué sur la disponibilité de ces nouvelles lunettes qui promettent de changer notre vision du monde. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Comme chaque jour, coup d'œil sur les marchés boursiers avec Olivier Gaillardin, expert chez BNP Paribas Fortis.
En plus de la belle performance des marchés aujourd'hui, nous avons également observé la publication des demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis. Ce chiffre est encourageant. Chiffre qui est sorti nettement meilleur qu'attendu, parce qu'on a eu 218 000 inscriptions au chômage par rapport aux 223 000 qui étaient attendus. Donc c'est plutôt positif, surtout dans un contexte où cette semaine, on a eu un autre indicateur, une autre statistique qui était la confiance du consommateur aux États-Unis, qu'elle était un petit peu moins bonne qu'attendue. Et donc, ce bon chiffre met en avant finalement que ce soft landing commence à prendre encore un petit peu plus de crédit. Donc ça, c'est très positif. Le marché de l'emploi se normalise, mais tranquillement. Et c'est vrai que ça met également en avant le fait que la Fed a baissé ses taux la semaine dernière parce que l'inflation poursuit sa trajectoire à la baisse et non pas parce que l'économie américaine ralentit trop fortement. La Fed a réduit ses taux la semaine dernière. Aujourd'hui, la Banque centrale suisse continue son cycle d'assouplissement monétaire, ce qui témoigne d'une amplification de cette tendance. Alors c'est clairement un assouplissement monétaire qui prend de l'ampleur. Alors il faut le rappeler, c'est vrai qu'avant la Fed, on avait eu la BCE, également la Banque de Suisse, la Banque de Suède, donc ça avait déjà commencé. Mais c'est vrai que cette baisse de taux mise en place par la Fed la semaine dernière a donné un peu plus d'air et une certaine marge de manœuvre à toutes les banques centrales. Donc ça, c'est plutôt positif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu la Suisse. Hier, on avait eu la Chine qui a baissé ses taux et également la Suède. La Suède qui a même indiqué qu'elle pourrait aller encore plus loin. Donc ça, c'est évidemment positif pour la liquidité des marchés et donc pour les marchés dans leur ensemble. Maintenant, il faut espérer que la Banque centrale européenne ne soit pas trop dogmatique et continue en tout cas à bien baisser ses taux parce que c'est vrai que l'économie en Europe le nécessite. L'économie en mouvement. Le think tank Itinéra dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. L'infarctus des soins de santé. Ça vous dit quelque chose ? Ce terme reflète le risque d'interruption des soins par manque de personnel. De quoi s'agit-il ? Et quelle est l'urgence en Belgique ? Pour clôturer ce podcast, retrouvez les réponses de Johan Albrecht. Première question. L'infarctus des soins de santé est un nouveau terme en Belgique. Qu'est-ce que c'est ? Un écart croissant entre la demande et l'offre de soins de santé est à la source en fait de ce risque d'infarctus des soins de santé et met en pression notre système de soins au risque d'implosion. Il y a deux facteurs qui sont responsables de ce risque, un pull factor et un push factor. Le pull factor, c'est le vieillissement de la population. Ce vieillissement entraîne en quelque sorte une hausse de la demande de soins liée simplement à une population vieillissante. Nous avons un nombre de personnes de plus de 65 ans qui ne cesse d'augmenter et qui atteindra dans les prochaines décennies une personne sur 3. Les dépenses de santé ont, sur la dernière décennie, augmenté de l'ordre de 6 à 7% sur base annuelle. Et hors inflation, cela représente, en termes réels, une hausse supérieure à 3,5%. C'est donc un véritable défi budgétaire de financer ces dépenses de santé, mais c'est aussi un défi en termes de ressources humaines, puisque ça met une pression croissante sur le personnel de soins. Or, on observe que le nombre d'étudiants en première année d'infirmières a chuté de 7 300 en 2014, il est passé à 5 200 aujourd'hui. Deuxième question. La pénurie de personnel, conjuguée à un vieillissement de la population, est un problème majeur dans le secteur des soins de santé. Peut-on tenter de la résoudre avant de proposer une solution qui passe par des choix radicaux dans l'offre de soins ? Quelles mesures possibles ? Nous devons oser, si l'on veut résoudre ce problème, rediscuter du périmètre des soins de santé. Ce périmètre est aujourd'hui élastique et flou. C'est difficile à dire, mais nous allons devoir fixer des priorités dans les soins. La santé n'est pas gratuite et nous devons réguler la demande. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Nous avons des exilés fiscaux belges qui prennent leur retraite au soleil, qui continuent à consommer notre système de soins de santé, mais qui ne contribuent plus au financement de notre sécurité sociale. Cela pose problème. Notre étude insiste en fait sur le besoin d'une véritable politique intégrée de prévention pour modérer ou maîtriser la hausse des dépenses de soins, qui est aujourd'hui dispersée par faute de coordination entre 5 niveaux de pouvoir, le fédéral, régional, communautaire, provincial et communal, avec au total 9 ministres de la Santé qui se parlent très peu. Troisième question.
quelles seraient les réformes les plus urgentes à mettre en place pour maintenir la soutenabilité humaine et financière du système et éviter un infarctus des soins en Belgique. Ce qui importe, c'est de lancer un véritable débat public encadré par des experts, indépendants surtout, sur les priorités en matière de soins et sur la vérité des coûts et bénéfices des pratiques médicales actuelles. Aujourd'hui, seuls les médicaments sont régulés par une agence, mais les pratiques thérapeutiques sont peu régulées. Pourtant, des études nous montrent, en double aveugle, que certaines interventions thérapeutiques sont inutiles et très coûteuses. En bref, nous plaidons pour une véritable hygiène de la décision qui soit plus basée sur la vérité des faits. Nous plaidons aussi pour une meilleure alimentation et un meilleur usage des nouvelles technologies dans les soins de santé pour modérer les coûts. Le self-care fait aussi partie de la panoplie des solutions. Nous sommes en quelque sorte chacun responsable de notre propre santé. C'est tout ce que nous proposons. Chers auditeurs, merci de nous avoir été fidèles une fois de plus. Avant de nous quitter, retrouvez Valérie du CCB pour évoquer les mesures de cybersécurité relatives aux fournisseurs TIC. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous. À bientôt. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Valérie du CCB. Les fournisseurs TIC des organisations couvertes par la nouvelle loi NIS 2 doivent également prendre les mesures de cybersécurité appropriées. En outre, ils fournissent souvent des services à des organisations opérant dans différents secteurs. Les TIC sont souvent externalisés, mais la responsabilité juridique reste du ressort de l'entité NIS utilisateur du système. En vertu de la loi, ce dernier doit exiger des garanties et des certifications de la part de ses fournisseurs. L'utilisation de référentiels Cyber Fundamental permet généralement de répondre adéquatement à cette responsabilité de la chaîne d'approvisionnement. Dressez donc une liste de vos principaux fournisseurs de TIC et demandez-leur de respecter et de démontrer leur niveau de cybersécurité. Enfin, intégrez cette liste à votre propre évaluation de la cybersécurité. Pour plus d'informations, allez voir le site atwork.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.